émission, cette deuxième partie qui va parler justement du pétrole algérien. Hussein Malki, vous avez évoqué dans votre livre un cas, enfin le premier boom pétrolier et puis le premier cas de détournement et le premier cas de corruption. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors ça, c'est l'affaire Rachid Zeggar, hein, comme on l'appelait. Rachid Zeggar est un homme d'affaires algérien qui a bien réussi dans son domaine, en ce sens que c'était encore durant la guerre de libération où s'était lancé dans les affaires. Il avait une usine de bonbons, je crois, puis ensuite il fabriquait des chaussettes ou je ne sais trop quoi. Et vivant au Maroc, il avait réussi à établir des contacts avec des officiers de l'armée américaine qui exploitaient la base de Noisseur, hein, dans la région de Casablanca au Maroc. Et est-ce que c'était des gens qui voulaient faire des affaires également? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il a réussi à acheter des armes, de l'armement américain, donc, qui était plus ou moins peut-être mis au rebut, ou j'en sais trop rien. Et toujours est-il que cet armement a été donné, enfin, à l'armée de libération nationale. Donc, et du coup, il avait établi des contacts très importants avec l'état-major de l'armée algérienne de l'époque, et notamment avec Houari Boumedienne. En plus de cela, bon, ça c'est les affaires internes à la révolution algérienne. Boussouf, qui était le patron des services secrets, à un moment avait condamné Boumedienne à mort et voulait effectivement le faire exécuter. Et Rachid Zeggar avait caché Boumedienne dans un appartement qu'il avait loué à Casablanca, je crois. Et bon, donc Rachid Zeggar est devenu avait des liens très serrés avec Boumedienne. Et on a toujours dit de Boumedienne que Boumedienne avait un seul ami, c'était Rachid Zeggar. C'est le seul ami qu'il avait. Et du temps où il était président en Algérie, quand Boumedienne, quand il voulait se détendre un peu, il allait chez son ami Rachid Zeggar, il passait une soirée chez lui. Alors, de ce fait, ces liens ont fait que, et comme Zeggar, lui, avait établi de son côté des liens avec donc les milieux d'affaires américains, donc ça a démarré, comme j'ai dit, déjà en 56-57 au Maroc, et puis ça s'est poursuivi, et Rachid Zeggar, du temps de Nixon, avait ses entrées, hein, à la Maison-Blanche. Il avait de bonnes relations avec Henry Kissinger, etc. Donc l'administration américaine, il la connaissait bien. Et évidemment, les compagnies, aussi un bon nombre de sociétés américaines avec lesquelles il avait des contacts. Et Rachid Zeggar a beaucoup aidé sur le plan, justement, diplomatique et économique, enfin, sur le plan des relations entre les États-Unis et l'Algérie, pendant la période où les relations diplomatiques étaient coupées. Étant l'ami du président, on fermait les yeux sur un certain nombre d'affaires qu'il faisait, parce que, d'abord et avant tout, bon, certes, il prenait ses commissions au passage, mais sur la commission qu'il percevait, s'il percevait un 10% de commission, il en mettait 9 dans une caisse noire que seul Boumedienne pouvait manipuler, et il gardait un 1% pour lui. Donc ces commissions étaient relativement modestes, et compte tenu des services qu'il a rendus au pays, on considérait ça comme étant presque normal, qu'ils perçoivent, c'est un peu pour service rendu. Hein, jusqu'au moment où il a intervenu dans l'affaire Chemico. Alors Chemico, c'est dans le cadre donc du contrat avec El Paso que l'on devait réaliser une usine de liquéfaction à Arzeu, et le contrat avait été passé donc avec Chemico. Et là, il a perçu une commission importante de l'ordre de, je crois, 2 750 000 $ de commission sur le contrat Chemico. Bon, 2 750 000 $, ça fait à peine 1%, le centième de ce que vient de percevoir M. Chekib Khalil et son équipe dans les affaires avec l'Italie, hein, récemment.
Mais néanmoins, même cela, Rachid Zeggar a remboursé ces 2 750 000 dollars quand l'affaire a été découverte. Mais tout le monde savait que Rachid Zeggar faisait des affaires avec sur les contrats passés par l'Algérie. Et il était également fournisseur exclusif, je crois, de l'armée algérienne pour tout ce qui est équipement, je ne sais pas, des pâtes au gaz ou des choses comme ça. Enfin, On va passer à la guerre de 73. Il y a eu d'autres tourmentes dans le monde qui ont fait à ce que le pétrole soit touché. Est-ce que la Sonatrach a été touchée et le pétrole algérien a été atteint par cette guerre de 73? Alors, comme vous vous souvenez, en 73, pour la première fois, les Égyptiens, dans une guerre donc, avec Israël, avaient réussi à s'imposer relativement et à gagner, tout au moins ils étaient en voie de gagner même la guerre s'il n'y avait pas eu l'intervention des États-Unis. Donc les Égyptiens avaient réussi à traverser le canal de Suez, à faire tomber comment il appelait la ligne Bar-Lev, etc., et entrer dans le Sinaï. Les pays arabes, pour aider donc l'Égypte, ont décidé, enfin les pays pétroliers, ont décidé de deux choses au cours d'une réunion de l'OPEP qui s'est tenue donc à Koweït vers la fin octobre par la 73, donc d'imposer un embargo pétrolier contre un certain nombre de pays, de classifier les pays en pays amis, neutres et ennemis, d'une part, et d'autre part, de diminuer leur production de 5% chaque mois, donc un premier mois, c'est-à-dire fin octobre, moins 5%, puis ensuite en novembre, moins 10%, puis moins 15%, etc. Donc de diminuer leur production. Alors, il faut savoir que parmi les pays qui étaient considérés ennemis et auxquels l'embargo était total, il y avait d'abord les États-Unis. Donc, aucune goutte de pétrole arabe ne devait être vendue aux États-Unis. Les Pays-Bas, l'Afrique du Sud et le Portugal. Voilà les 4 pays qui étaient, pour l'Afrique du Sud, bien sûr, à cause de l'apartheid de l'époque. Et il y avait donc les pays amis et les pays qui étaient considérés comme neutres. Alors, les pays amis, on leur appliquait des tarifs particuliers. Et les pays neutres, bon, il y avait toujours le moins 5%, moins 10%, et bon, mais au moins il n'y avait pas d'embargo. Alors, sur le plan pratique, comment ça a été mis en application? Donc, nous, on a reçu comme instruction à ce moment-là, donc effectivement, de baisser la production. Et c'est surtout, ça démarrait déjà avec la livraison. Donc, on avait des clients et on leur disait, donc en vertu de cette décision, vous aurez moins 5% sur vos livraisons. Donc, si le gars avait un chargement de 100 000 tonnes, bon, ben, on ne lui donnait que 95 000 au lieu donc des 100 000. Et voilà ce que ça a donné sur le plan donc, pratique. Ce que les pays avaient fait vis-à-vis des clients, les compagnies pétrolières ont commencé à le faire vis-à-vis de leurs propres clients. Et essentiellement, donc, les compagnies, les grandes multinationales, qui sont en majorité des compagnies américaines en réalité, ont appliqué la même technique à leurs propres clients. C'est-à-dire qu'elles faisaient le choix, donc la compagnie, au lieu de disposer de, je sais pas, 1 million de tonnes de pétrole, elle n'avait plus que 950 000, et donc elles livraient de leur pétrole d'abord à leur propre compagnie américaine, si c'était une compagnie américaine, puis ensuite les compagnies européennes, enfin les clients européens, et en dernier lieu, s'il restait encore un peu de pétrole, aux clients africains ou asiatiques, enfin ceux du tiers-monde. Tant et si bien que finalement cette mesure a eu pour répercussion que c'était les pays pauvres, je dirais, de la planète, les pays du tiers-monde qui étaient sanctionnés. Et tant et si bien que moi, j'étais responsable donc de la production et vice-président de la Sonatrach à l'époque. Un soir, le chargé d'affaires
de l'ambassade de Yougoslavie est venu me voir à la maison. Il est venu à 10h du soir et il me dit je voudrais vous voir absolument. Bon, je l'ai fait rentrer à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit nous ne disposons plus que d'une réserve, des réserves suffisantes pour une semaine de fonctionnement de toute la Yougoslavie. Et si on ne reçoit pas de pétrole maintenant, c'est toute la Yougoslavie qui s'arrête. Hein. Alors, bon, parce que je le connaissais, hein, il me demande si vous pouvez faire quoi que ce soit pour nous aider. Bon, ben, je dis, bon, ben, je vais voir ça. Donc, le lendemain matin, à la première heure, je suis allé voir Adeslam et je lui ai dit, voilà. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Yougoslavie me demande ceci et cela. Bon, sa première réaction, c'est qu'ils aillent se faire foutre. Quand on leur a demandé, quand nous avions des problèmes avec BP et Shell, voulu leur vendre du pétrole, ils nous ont dit non, nous avons nos propres contrats avec d'autres, etc. Et donc ils aillent se faire foutre. Bon, une fois qu'il s'est calmé, je lui ai dit, écoute, Abdeslam, il ne faut pas oublier que ces gens-là, il faut oublier toute l'aide que la Yougoslavie a fournie à l'Algérie pendant la guerre de libération. Il y a eu des armes qui ont été livrées à l'Algérie, il y a eu des blessés algériens qui ont été soignés en Yougoslavie, il y a eu le soutien diplomatique. Enfin, on ne peut pas refuser ça aux Yougoslaves. Et il me dit, bon, enfin bref, il s'est calmé, il m'a dit, bon, on va régler leurs problèmes, mais néanmoins, nous-mêmes, toutes les quantités dont disposait la Sonatrach étaient vendues. Et dans la matinée, on a téléphoné au ministre de l'énergie libyen et on a demandé aux Libyens est-ce qu'ils disposaient de quantités supplémentaires de pétrole et on a fait livrer depuis la Libye dans la journée ou le lendemain 100 000 tonnes de pétrole à destination de la Yougoslavie. Bon, évidemment, c'était l'Algérie qui fournissait, c'est nous qui avions payé cela, mais enfin, voilà, ça c'est une anecdote, si vous voulez, qui a résulté de la conséquence de cela. Néanmoins, cet embargo a fait que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier choc pétrolier, donc c'est à ce moment-là que les prix du pétrole ont tout de suite grimpé, évidemment, avec la pénurie qui s'était instaurée. Et voilà. Et puis, la conséquence suivante, c'est que, après ça, il y a eu la création de l'Agence internationale de l'énergie. Ça, c'était la réponse de Kissinger aux pays arabes. Et aujourd'hui, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui fixe les prix du pétrole. Ce n'est pas l'OPEP du tout. Voilà. Voilà, si vous pouvez nous parler un peu de la place de la Sonatrach à l'international. Le rôle de la Sonatrach à l'international, évidemment, la Sonatrach, avec le temps passant, est devenue quand même une compagnie pétrolière nationale qui avait quand même une certaine stature, une certaine compétence. Et parmi tous les pays producteurs, nous étions certainement le pays le plus avancé dans ce domaine. Même les Iraniens n'étaient pas aussi développés que nous l'étions nous-mêmes à ce moment-là. Et évidemment, les autres pays arabes, essentiellement ceux du Golfe, sont venus nous demander une assistance. Et c'est là que nous avons envoyé des premières missions. Enfin, l'ADNOC, la Compagnie nationale des pétroles d'Abu Dhabi, c'est la Sonatrach qui l'a créée. En fait, c'est une mission de la Sonatrach. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été envoyées et qui ont permis la création de l'ADNOC et son renforcement. C'est une mission qui a duré une bonne dizaine d'années au moins. Au Yémen, on a fait pas mal de Elle comprenait la formation, la gestion et la création de la... Ah oui, c'est le patron de l'ADNOC, c'était un vice-président de la Sonatrach, qui était PDG de l'ADNOC, de la Compagnie nationale des pétroles d'Abu Dhabi. Et tous les services étaient tenus par des Algériens. Carrément, les gens d'Abu Dhabi nous avaient confié le secteur pétrolier. Débrouillez-vous, faites-nous prendre, si vous voulez, le contrôle du secteur pétrolier. On a fait une action relativement équivalente au Yémen. Alors là, c'était essentiellement du forage, donc des campagnes de forage au Yémen. Enfin, il y avait un certain nombre de choses comme ça. Boumedienne ne voulait pas entendre parler d'une prise de participation quelconque. Ce qu'il disait, je ne veux pas appliquer aux pays arabes, mettons, ce que nous subissons de la part des multinationales. Nous ne voulons pas nous-mêmes nous transformer en exploitant, si vous voulez, les
réserves de ces pays. Donc voilà, voilà en gros, bon, c'est dans ce cadre-là que personnellement j'ai été détaché auprès de l'OPAEP, puis ensuite nommé directeur général de la Compagnie des services pétroliers, qui était donc une société créée par les 10 pays membres de l'OPAEP, qui était une compagnie qui avait quand même 350 millions de dollars de capital. Hein, voilà. On va passer maintenant à une période qui est un peu plus troublante, qui est celle de la mort prématurée du président Houari Boumedienne, et puis du commencement des conflits et des règlements de compte. Avec... on en a parlé un peu tout à l'heure, comment les choses ont évolué dans le secteur, mais les règlements de compte, c'est un peu le... Ça a touché la Sonatrach. Enfin, si, avec l'arrivée de Nabi. Bon, comme j'ai dit, Nabi a éliminé un peu toute l'équipe qui était là en place. Bon, c'est surtout... toute l'expérience accumulée a disparu à ce moment-là avec Nabi, et il a surtout cassé la Sonatrach en une multitude de petites sociétés. D'ailleurs, c'est ce qui a été appliqué un peu dans tous les secteurs à l'époque. C'est un peu la politique suivie par Brahimi, qui était Premier ministre à l'époque, donc ce qu'il a appelé lui des réformes. Non, mais, maintenant, les règlements de compte du temps de Chadli, c'était beaucoup plus des règlements de compte à l'intérieur du régime lui-même, des règlements de compte qui ont débouché sur octobre 88 et qui ensuite ont entraîné même l'avènement de l'islamisme politique et de l'islamisme surtout. Est-ce que l'État d'Islam a été écarté pendant cette période? Ah ben oui, avec l'arrivée de Chadli, l'équipe de Chadli, il faut dire que Chadli lui-même était un marginal auparavant. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il était à Oran, il gérait ça, et il était considéré, enfin les gens le respectaient en fonction de ses cheveux blancs, de son âge, etc. Mais c'est tout. Mais au sein de l'armée, il n'avait pas de poids. Donc, tout d'un coup, il devient président de la République. Et je crois qu'il y a eu comme une sorte, je ne sais pas, de frustration chez lui. Et c'est pour ça qu'il a tout de suite, il a été plus malin finalement que tout le monde. Il a commencé par éliminer ses adversaires les plus directs. Bon, il a un peu donné l'exemple à tout son gouvernement. Et dans tous les secteurs, c'est la même politique qui a été adoptée. Chacun a essayé d'éliminer ceux qui étaient là avant lui. Hein, donc, voilà. Et Abdeslam a fait partie du lot, et dans l'affaire El Paso, et même Chadli lui-même n'aimait pas trop Abdeslam, parce qu'il considérait c'était peut-être un des plus charismatiques des leaders de l'époque, et il le craignait très fort. Donc il a essayé de le mettre sur la touche, et bon, Abdeslam s'est retrouvé membre du parti, je ne sais plus quel poste exact il occupait au sein du FLN, mais enfin c'est une voie de garage. Hein. Alors est arrivé le choc pétrolier pendant la période de Chadli, où il y a eu une baisse drastique du prix du pétrole, qui a conduit quand même au trouble qu'a connu l'Algérie. Est-ce que vous avez vécu ça au niveau de la Sonatrach de la même manière qu'a vécu le peuple algérien, ou est-ce que la Sonatrach était épargnée par rapport à ça? La Sonatrach était c'était la banque de l'Algérie. Donc, non, en tant que société, non. Les salaires n'ont pas baissé, par exemple, au sein de la Sonatrach ou autre. Il n'y a pas eu de répercussions. Mais bon, c'est la situation de tout le pays qui étant donné que auparavant la politique de Chadli c'était l'ouverture, bon, il a profité de l'augmentation des prix résultant donc du premier et du deuxième choc pétrolier pour inonder le marché d'un tas de produits qui n'existaient pas jusque-là. Et bon, le peuple s'étant habitué à consommer un tas de choses dont il était privé auparavant, les prix du pétrole ont commencé à chuter, et à ce moment-là, bon, on a refermé les vannes, les robinets, et bon, ça s'est passé très mal hein, vis-à-vis au sein
du peuple. Et bon, comme je disais, ça a débouché finalement sur les révoltes d'octobre 88. Oui, enfin, ça a débouché donc sur une révolte, la première, disons, qui a été lorsque Zeggar était ministre de la Défense, finalement, l'armée algérienne a tiré pour la première fois peut-être sur des manifestants qui ne réclamaient pas un pouvoir islamiste, mais qui réclamaient simplement plus de démocratie, ou alors plus d'accès à l'économie, je veux dire, aux besoins. Mais est-ce que vous pensez que finalement ce premier, on peut appeler ça un massacre, parce que certains disent peut-être 500 morts, enfin on ne sait pas exactement, puisque ça n'a jamais été officialisé, et a eu vraiment pour conséquence l'arrivée sur la scène algérienne du fils. C'est-à-dire que le fils, le milieu islamiste dont vous avez parlé un peu tout à l'heure, en disant que jusqu'à une certaine époque, c'était plutôt des musulmans traditionnels. Bon, il y avait aussi Malek Ben Nabi, qui avait, lui, son courant religieux, ce qu'on a appelé après les jazeristes au sein du fils, ne représentaient finalement pas le courant salafiste, ne représentait pas énormément de choses en Algérie. Alors comment vous expliquez que brusquement, comme ça, ils soient montés avec cette puissance économique, politique, etc. Bon, en ce qui concerne la première partie de votre question, en 88, ce qui s'est passé, c'est la révolte d'octobre 88 résulte d'un règlement de compte à l'intérieur du régime. Il faut savoir que à ce moment-là, il y avait un affrontement entre les chefs militaires d'un côté et essentiellement celui qui était le secrétaire général, ou enfin, je ne sais pas quel était son titre exact, je ne m'en souviens plus, du parti du FLN, c'était Messadia. Et Messadia, qui était très proche de Chadli, avait réussi à convaincre Chadli que son pouvoir, en réalité, il le détenait. Il fallait qu'il s'appuie sur le peuple et non pas sur l'armée, pour ce qui est du pouvoir. Bon, bien sûr, il avait ses propres calculs politiques. Ce que cherchait Messadia, c'était d'éliminer tous les responsables militaires, donc l'armée, et étant donné qu'il était donc patron du FLN, il devenait automatiquement le numéro 2 du régime, et qui sait, peut-être arriver un jour à l'échelon suprême. Bon, ça a marché pendant un certain temps, jusqu'au moment où les autres comprennent de quoi il s'agit, et ils ont poussé à l'éclatement donc, des révoltes d'octobre 88, et qui ont donné donc ce résultat de 500 morts. Mais l'avènement de l'islamisme est politique et même violent par la suite n'est pas dans une certaine mesure, ce n'est pas la conséquence de cela uniquement. Oui, bien sûr, il y a eu le fait qu'il y ait eu des morts, etc. Bon, ça a créé bien sûr une certaine tension au sein du peuple, et bon, il y avait des gens qui, bien entendu, voulaient peut-être venger leurs morts ou autre. Mais l'avènement des islamistes provient du fait, encore une fois, de cette rente pétrolière qui a fait que les gens, les fameux dafistes, ont pris tous les pouvoirs, et parmi eux, c'était essentiellement des chefs militaires, donc le Nazar, qui était le patron de l'armée, enfin, à l'époque le ministre de la Défense. Arrivent les élections, donc d'abord les premières, les élections communales de 1990, je crois. Donc, le fils a remporté la grande majorité des communes. Bon, mais jusque-là, le fils n'était qu'un mouvement politique comme les autres, c'est tout. C'était pas, il n'y avait rien de violent. Bon, ils avaient leur propre ligne politique, mais enfin, c'était pas violent. En 1991, donc l'élection de décembre 91, donc là c'était les élections législatives, alors là il y a eu des manipulations, parce que le fils commençait à prendre, devenait un parti important, et les gens du pouvoir voyaient le pouvoir leur échapper. Et derrière le pouvoir, il y avait surtout ces milliards qui proviennent de la rente pétrolière. Donc il fallait éliminer cet adversaire. Et là, c'était une tactique, je dirais,
enfin pour ma part, c'est ce que j'en pense en tout cas, machiavélique. On va tout faire pour pousser le fils pour qu'il arrive au pouvoir, et ensuite on va essayer de les retourner. Sauf que ils ne s'attendaient peut-être pas à une telle victoire. Donc les élections de décembre 92 débouchent dans le premier tour sur le fils qui remporte, je sais pas, 30 ou 35%, ou voire 40% des sièges de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il y a eu la panique du côté des généraux algériens. Ils voyaient un deuxième tour où le fils allait remporter la majorité. Personnellement, je pense que même s'ils avaient remporté la majorité, ce n'était pas le moment de faire le coup d'État qui a été fait. Parce que la constitution algérienne accorde tous les pouvoirs au président de la République. C'est lui qui détient tous les pouvoirs. L'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement, simplement. Donc, à mon avis, c'est la panique qui a fait qu'il y a eu donc l'interruption du processus électoral, d'autant plus qu'il y avait, à côté du fils, il y avait quand même deux partis qui avaient remporté. Il y avait le FFS qui avait remporté quand même une bonne partie des voix, il y avait le FLN, et on aurait certainement fait l'économie de 200 000 morts, hein, mais bon, ça c'est un avis purement personnel. Donc, alors ensuite, alors là, il y a eu toutes sortes les uns voulaient absolument parvenir au pouvoir, les autres ne voulaient pas le céder, et là, bon, il y a eu des coups fourrés des deux côtés, et bon, évidemment, ce sont les gens du pouvoir qui l'ont emporté, d'autant plus qu'ils avaient appris de toutes les techniques qui avaient été utilisées par l'armée française durant la guerre de libération, comment infiltrer un mouvement, comment le retourner, la fameuse bleuite, etc. Tout ça, ils connaissaient parfaitement, et c'est la technique qu'ils ont mise en place. Hein. Le but étant de rendre ce mouvement, ce fils, le rendre inacceptable, enfin le faire rejeter par le peuple. Bon, c'est ce qu'ils ont réussi à faire.